Il y a 19 ans, quand j'ai pris le pari de ne faire que de l'indigo, ça ressemblait à... Il y a même une tante qui m'a appelée, qui m'a fait « Tu es rentrée, tu as ton diplôme, tu as un bon boulot, tu fais notre fierté, mais habille-toi mieux, habille-toi correctement. Pourquoi tu es toujours avec ce tissu ?» En 2026 aujourd'hui, l'Africain en général a une quête identitaire, une soif de s'affirmer, de montrer quelque chose. Et c'est là que, en recherchant mais qu'est-ce qui nous est propre, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qui nous appartient, des tissus comme l'indigo reprennent vie. Au Bénin, on n'a pas eu beaucoup de choix et on n'a pas non plus présenté beaucoup d'options au monde. Au Ghana, on pourrait revendiquer le kente. En Côte d'Ivoire, on pourrait revendiquer plusieurs choses. Au Togo, on pourrait revendiquer des choses. Au Nigeria, on a le ashok. Mais nous, on avait quoi au Bénin? Alors l'indigo, c'est devenu une passion? C'est devenu une passion. On doit pouvoir s'habiller tous les jours en indigo sans avoir l'impression de porter la même chose. Alors, ce que tu portes, c'est quoi? C'est quelle collection? C'est... Bonjour Nadia. Bonjour Nadia. Mon miroir. Voilà, et ça commence bien. Ça commence très bien. Au moins, on ne se trompera pas de nom. Voilà. On est nous dans nous là. Voilà. Alors, bienvenue Nadia, aujourd'hui sur ce podcast. Merci. Nous sommes heureux, l'équipe d'Acosphère, Gilles Acogny et moi-même, de t'accueillir et d'écouter ta passionnante histoire. Alors, pour te présenter en 2 mots, parce que je te laisserai bien sûr en dire plus, tu es la fondatrice de Couleur Indigo, qui crée des tissus magnifiques en indigo, coton, teint en indigo naturellement. Et donc, d'ailleurs, c'est ce que nous arborons toutes les deux. Nous ne nous sommes pas consultés, mais ça a été le choix. Et tu es basée au Bénin, à Pao. Est-ce que Nadia, tu veux bien nous raconter un petit peu ton histoire? Merci Nadia. Je suis Nadia Danlé, épouse Onibon. Et depuis 2007, j'ai commencé l'aventure de l'indigo. Et cette aventure a pris formellement forme par la création d'un établissement qui déjà s'appelait Couleur Indigo. Et on a commencé en juillet 2007, donc 19e année. Waouh! Et nous sommes installés, nous avons d'abord commencé à Cotonou, après j'ai été au Burkina, à Ouaga, et je suis revenue au Bénin en 2020. J'étais à Ouida, dans le 4e arrondissement de Ouida. Je suis toujours dans la commune de Ouida, mais cette fois-ci dans l'arrondissement de Gakpé. D'accord. Formidable. Et alors, l'idée de Couleur Indigo t'est venue d'où? Parce que il me semble qu'à l'origine, tu es ingénieur agronome. Au départ, j'ai fait une formation en agronomie des régions chaudes avec une option transformation, valorisation et commercialisation des produits agricoles. Et pour commencer à travailler, pour élargir mon champ d'opportunités, j'ai fait une formation en management de la qualité. OK. Et j'étais donc sur ce chemin quand l'indigo a croisé mon chemin. Et puis, pour moi, ça a été tout naturel. Je l'ai vu comme un produit agricole. Je travaille sur une base textile écrue qui est fabriquée au Bénin à partir du coton du Bénin. Donc, quand j'ai pris ces 2 produits, que je les ai mis ensemble, je n'ai pas eu la sensation d'avoir changé de métier. Et c'est après que j'ai commencé à comprendre que non, c'est certes le même métier dans une certaine mesure, mais il y a plein d'autres codes qu'il faudra quand même ajouter et légitimer ma démarche. Du coup, je suis retournée à l'école et j'ai fait une formation en mode à Lyon pour pouvoir poursuivre en toute quiétude mon chemin. Alors l'indigo, c'est devenu une passion? C'est devenu une passion. Et j'ai même envie de dire c'est devenu une vie parce que ça a tout pris. Au début, j'avais ma profession et cette activité comme une passion, hobby à côté. Mais aujourd'hui, ça a tout pris et voilà.
au-dessus de la passion. Donc, l'indigo a croisé ton chemin, il a dévié ton chemin, il t'a emmené dans un ailleurs qui est devenu toute ta vie, en fait. Voilà, dans un ailleurs qui est devenu toute ma vie. Et je me suis laissée bercer par cet indigo et par cet ailleurs qui était complètement nouveau, mais très attrayant, très alléchant. Et le monde de l'indigo lui-même est plein de fascination, plein de surprises, de découvertes. Et tous les jours, j'en apprends un peu plus. Et voilà. J'ai eu l'impression que j'étais sur le bon chemin. Tant qu'il y avait des choses à découvrir, je continuais et je continue encore. Et aujourd'hui, Couleur Indigo, c'est une véritable entreprise. Tu emploies beaucoup de monde. Comment ça se passe? Aujourd'hui, l'entreprise compte 70 personnes. 70 personnes avec 60% de femmes. Ce chiffre a un tout petit peu évolué. On est à 56 aujourd'hui parce qu'on a eu des départs, on a eu de nouvelles arrivées et malheureusement, on n'a pas eu autant de femmes que de femmes parties. Donc, on est à 56% aujourd'hui. Et c'est une entreprise, avec tous les codes de l'entreprise, malgré qu'on soit sur une thématique complètement artisanale, on a pu l'aligner sur les règles de gestion d'entreprise normales. Et tu as parmi tes employés des femmes qui ont quelque chose de spécifique. Est-ce que tu veux bien partager? Oui, parmi le personnel de Couleur Indigo, on compte des personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, on est à 20%. On a plusieurs types de handicaps. Donc, on a des handicapés physiques, moteurs. On a également des malentendants, des sourds-muets. On a quelques-uns qui ont un problème psychiatrique. Et depuis peu de temps, on a une qui a un retard. Donc, c'est aussi un problème psychiatrique, mais d'une autre nature. Et qu'est-ce qui t'a emmené à faire cette démarche d'employer des personnes, notamment des femmes, avec handicap ou en situation de handicap? En fait, l'histoire, elle est longue et n'est pas forcément en lien avec Couleur Indigo. Quand je suis rentrée au Bénin, je venais d'être maman et j'ai eu un bébé qui faisait rapidement ses nuits. Donc, j'avais beaucoup de temps pour moi. Je ne savais pas regarder la télé. Je n'avais pas de copine étant rentrée dans mon quartier. Donc, je passais mon temps à rédiger des projets quand je venais du boulot. Et j'ai rédigé un projet qui touche aux personnes vivant avec un handicap parce que pendant mes études, j'ai fait un stage. Mon premier stage, je l'ai fait dans un atelier protégé. Et un atelier protégé, c'est une entreprise qui a la particularité d'avoir au moins 30% de son personnel qui vit avec un handicap. Ok. Donc, j'ai passé 30 jours avec ces personnes-là. Comme c'était un stage ouvrier, je devais avoir du narratif, mais en plus de ce narratif, je voulais comprendre c'était quoi un atelier protégé. Et c'est comme ça que j'ai dû fouiller, regarder les incitations qui ont été faites au plan fiscal, les dispositions légales qui ont été mises en place pour faciliter justement l'emploi de cette couche vulnérable-là. Et je me suis rendu compte que dans notre pays, on n'avait pas ce type de disposition. Je me suis dit, je vais faire ma part. Je vais employer ce type de personnes. Parce que de ce que je voyais à l'atelier protégé où j'ai travaillé, ils n'étaient pas moins productifs que les autres. Ils étaient plutôt, en fonction des handicaps, ils étaient quand même concentrés et travaillaient correctement. Et j'ai commencé en 2013 au Burkina. J'ai eu l'appui de l'OMS parce que justement, quand j'ai voulu faire mon premier défilé en n'étant plus salarié, chef d'entreprise, mais en étant complètement chef d'entreprise, c'était en 2013 et j'ai demandé à une dame, Madame Cabral, qui était représentante de l'OMS, d'être ma marraine. Et elle m'a dit, oui, je veux bien, je te connais, ton travail m'intéresse. Et je lui ai dit, non, ne t'en fais pas, on ne va pas dire que l'OMS c'est la mode parce que j'ai un sujet qui pourrait t'intéresser. On combat la polio, mais il y a quand même des gens qui arrivent à passer entre les mailles, qui ont la maladie. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Et c'est par ce prisme-là qu'on est rentré. J'ai dit, je voudrais mettre en branle ce projet. Je lui ai montré le projet qui a eu complètement son adhésion et l'OMS nous a accompagnés. On a monté donc l'équipe de femmes vivant avec un handicap
Et je voulais également faire le recyclage de déchets textiles. Donc, je me suis dit, comme à l'entrée, elles peuvent ne pas avoir une formation, ce qu'elles vont faire, on va commencer par le recyclage de déchets textiles où je les ai formées. Donc, on l'a fait pendant 7 ans au Burkina. Et en 2020, quand je me suis trouvée dans l'obligation de rentrer au Bénin, l'obligation morale de rentrer au Bénin, j'ai dit, on va recommencer ce qu'on a fait là-bas qui avait si bien marché. Donc, j'ai demandé à la mairie de Ouidah de nous mettre en contact avec des personnes vivant avec un handicap, des associations. Et c'est ce qui a été fait. Et on a rencontré des femmes. Et c'est marrant parce qu'au début, elles ne nous ont pas fait confiance. Elles nous ont dit des dames qui viennent, qui veulent nous recruter. On ne sait pas faire ce qu'elles veulent nous faire faire. Elles veulent nous former. Elles veulent nous payer un salaire. On attend de voir. Donc, il y en a, on en voulait 10 au départ, mais 3 ont accepté. Et après, on est rentré en ville, on a demandé dans les familles, tiens, si vous avez quelqu'un qui vit avec un handicap. On a trouvé comme ça 2 personnes. Et après, quand les autres se sont rendus compte que, tiens, nos collègues qui y vont ne s'en plaignent pas, ils nous ont rejoints. Et on a essayé d'augmenter l'effectif. Maintenant, comme je le disais, elles étaient uniquement sur le recyclage de déchets textiles. Du coup, on recyclait nos déchets textiles, ceux qu'on avait, et comme il n'y avait pas assez, on prenait également dans d'autres ateliers de Ouidah. Et on a eu l'opportunité de rencontrer Handicap International, qui nous a fait une formation, parce qu'à la base, moi, je n'ai aucune formation sur cette problématique-là. Ils nous ont fait une formation, et au cours de la formation, ils nous ont dit, on fait de l'inclusion, mais qu'il faudrait qu'on aille vers de l'intégration. C'est ça. Et l'intégration emmènerait les personnes vivant avec un handicap à travailler avec les autres, pas à se retrouver uniquement entre elles. Voilà, entre elles, pardon. Du coup, on a recruté du monde en plus. Et aujourd'hui, on retrouve des personnes vivant avec un handicap sur la chaîne de production. Que j'ai eu l'honneur de visiter. Donc, je les ai vus travailler, faire des travaux d'aiguille, faire différentes choses sur les différentes stations. Oui. Et c'est vraiment impressionnant de voir leur niveau de concentration, de focus, de précision. Oui. Félicitations. Merci. J'ai aussi, justement, en visitant tes ateliers, eu la chance de voir tes cuves. Et donc, de voir comment se fait cette couleur, cette macération, c'est passionnant. Et je t'ai vu, mais t'allumer complètement devant ces cuves remplies de feuilles d'indigo. C'est fou, hein? Oui. En fait, les cuves, physiquement, on voit des cuves. Mais pour nous, ce sont des dames. Et on leur parle comme à des dames. Tu as dû remarquer, elles ont chacune. J'ai remarqué qu'elles avaient chacune son prénom, oui. Et quand on arrive le matin, dès qu'on a déposé les sacs, on va vers ces dames. On les appelle les Yamaku. La Ya qui ne vieillit jamais. Et à l'aide de notre bâton, on regarde l'état de la Yamaku. Si elle est en état de travailler, on va travailler. Si elle n'est pas en état de travailler, on va la laisser se reposer. On va lui apporter de quoi se requinquer et puis on la retrouve le lendemain. Oui, c'est intéressant parce que justement, ce qui m'a frappée quand tu nous as parlé de ces dames, c'est que tu nous as dit, bon, alors celle-ci a fini de travailler. Et je me suis dit, mais comment une cuve finit de travailler? En fait, ce sont des feuilles qui sont macérées dans un bain alcalin. Et il se passe après un phénomène de réduction et de fermentation. Et qui dit fermentation dit présence de micro-organismes. Donc, ce sont des cuves qui vivent. Et quand on dit elles ont fini de travailler, c'est parce qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, elles se mettent au repos. OK. Si, par exemple, il fait très frais, qu'il pleut, il fait pas... En tout cas, la température est plus basse que d'habitude, elle va se protéger, elle va se mettre au repos. Si on l'a beaucoup utilisée aussi, elle peut se mettre au repos. Donc, quand on arrive, c'est pour ça qu'on regarde celles qui veulent bien travailler. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Ce que j'ai remarqué aussi en visitant tes ateliers, ton lieu dont on va bientôt parler,
c'est que quand on parle d'indigo, en fait, il y a une multitude de teintes. Ce fameux bleu indigo, finalement, c'est un bleu à géométrie variable. Complètement. En fait, quand on parle d'indigo, ben, c'est une couleur avec un code précis et on s'attend tous à avoir un bleu très profond. Maintenant, dans cette palette, dans ce bleu, il y a toute une palette de bleu. Et dans la cuve, comment est-ce qu'on obtient cette palette de bleu? C'est en agissant sur le nombre de trempages qu'on fait. OK. Donc, moins on a de trempage, moins le tissu est saturé et plus il est clair. OK. OK. Et donc, il y a quelques années, peut-être 2 ans, si je ne me trompe, tu as créé ce lieu au bord de la lagune. Oui. Ça fait un an qu'on a réellement lancé le chantier. Et les premiers coups de pioche ont été donnés en mai 2024, mais on y allait vraiment mollo parce qu'il y avait quand même des formalités administratives à finir sur le terrain. Et dès qu'on a terminé, à partir de décembre 2024, on a mis les bouchées doubles et le site a été inauguré en novembre 2025. Sachant qu'avant l'inauguration, on avait déjà intégré le site. Il était encore en chantier, mais bon, on pouvait y être. Et ce que j'ai eu de fabuleux, c'est que le personnel, d'abord le comité de direction, a dit la prochaine réunion, à un moment donné, en 2025, ils ont dit la prochaine réunion, nous irons la faire sur le site. Donc, on s'est mis avec des briques à l'angle d'un palmier, on a fait notre comité de direction. Et il y en a mon second atelier, qui a fait, on ne va pas attendre que les ouvriers finissent le chantier pour venir s'installer comme des étrangers. Nous allons nous-mêmes donner de la main pour finir le chantier. Wow. Du coup, quand on a déménagé et que tout n'était pas fini, fallait me voir avec les couturiers, les brodeurs, le comptable, mon assistant, tout le monde, le designer, tout le monde est arrivé. On a porté les brouettes, on a porté des briques, tout le monde a travaillé pendant au moins 2 mois. Et donc, vous êtes approprié le lieu? Complètement le lieu. Il y a des allées où des employés peuvent dire c'est nous qui avons fait cette allée-là. Et ça, pour moi, ça a été une très belle expérience parce que le déménagement dans la vie d'une entreprise, c'est quand même un gros changement. Oui. Et on perd des affaires, on a des affaires qui se cassent. C'est une démobilisation terrible de voir que les gens sont là, mais tout le monde ne peut pas retourner à la tâche comme d'habitude. Mais ils ont transformé cette période difficile en période de cohésion, de communion. Et voilà, pour moi, c'était très beau. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé en venant visiter ton site, c'est d'abord la traversée de la lagune. On arrive à un petit embarcadère. Et puis, on a une très jolie pirogue qui vient motorisée, qui vient nous chercher et qui nous emmène sur ce site. Et à l'arrivée, ce qu'on voit est magnifique. C'est très verdoyant. On voit ces fameux palmiers avec des sièges. On voit beaucoup de plantes. On sent que l'ingénieur agronome n'est jamais très loin. Voilà. Très, très joli jardin planté avec des orchidées, avec tout un tas de plantes tropicales. Et puis, les ateliers, bien sûr, qu'on peut aller découvrir, visiter. Et le concept store. Alors, est-ce que tu veux nous parler de ton concept store? Oui, ce concept store, il a été conçu dans une démarche toujours de valorisation de l'indigo. C'est ça. Parce que c'est vrai, ce produit, pour moi, on devait comme si on devait le positionner sur un trône. Et j'aime pas le mettre dans un écrin, même si ça a la même idée, ça me paraît petit l'écrin. Mais le positionner sur un trône. Et pour le faire, je me suis dit, même l'espace où il sera commercialisé va le valoriser et sera à sa hauteur. Et on a donc conçu un concept store très spacieux où le produit peut être vu,
le produit respire. Et le visiteur qui vient, il ne compte pas son temps, en fait. On s'en est rendu compte. On a quasiment passé la journée. Il est là, il est enveloppé dans cet univers-là. Oui. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, quand les gens appellent pour dire « envoie-nous des photos, on veut acheter », j'ai l'impression qu'on leur fait vivre 10% de l'expérience. C'est ça. Tout se passe sur place et le site a été conçu exprès pour être un environnement, on l'a appelé Indigo Village parce que pour nous, c'est vraiment comme la maison de l'Indigo, le lieu où l'Indigo se lève le matin et se couche le soir. Et donc, dans ce concept store, on a toute la panoplie en fait de tes tissus. Je ne sais pas combien de références, je n'ai pas compté, mais il y en a au moins, allez, je vais dire une cinquantaine. Voilà, il y a une cinquantaine aujourd'hui présentées dans la boutique, mais on a 800 références. 800 références. Et justement, c'est l'une des conséquences du déménagement. On n'a pas été productif pendant un moment, du coup, on a épuisé le stock existant. Mais on a aujourd'hui 800 motifs à notre actif et 17 gammes, puisqu'on crée des tissus dans des gammes. C'est ça. Et voilà. Alors, des gammes, j'ai vu les déclinaisons aussi, et c'est très intéressant de voir dans la même gamme, par exemple, il y a une gamme avec des cercles. Oui, les Ayoko. Les Ayoko, voilà, et on a, je ne sais pas combien de tissus avec le motif décliné de mille et une façons, décliné dans des dégradés d'indigo. Ce qui fait qu'en fait, nous, quand on vient dans la boutique, on a vraiment l'embarras du choix, mais on a aussi toutes les combinaisons possibles avec les différentes gammes. À partir du moment où on s'est fermé à d'autres matières, on a fait le choix de ne travailler que les crus du Bénin en majorité et de ne faire que de l'indigo. Faudrait, en tout cas moi, c'était un challenge que le visiteur, quand il vient, il achète sans se rendre compte qu'il n'a que du bleu. C'est ça. Du coup, on a élargi le champ des possibles en utilisant les éléments clés qui nous drive dans la créativité. D'accord. Sur le Ayoko, c'est exactement le même tissu des ronds, mais après, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du rond et qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et entre deux ronds, comment s'est fait l'alignement, l'agencement, tout est là parce que le Ayoko, c'est un brief simple, des cercles de 15 cm de diamètre. C'est que ça. Et puis donc, il y a d'autres gammes, bien sûr, on a toutes avec leur déclinaison. On a plusieurs gammes. Ça part de Jihome, donc vintage, dont tous les anciens, beaucoup d'anciens motifs, dont certains ont plus de 70 ans. Et j'appelle cette gamme-là une tissu tech. Ça nous permet de revisiter le patrimoine artistique et la force créatrice de nos aînés qui ne disposent pas de tout ce que nous avons aujourd'hui, mais qui ont quand même pu remplir cette gamme-là, parce que dans Jihome, on n'a pas de paternité à revendiquer, ce n'est pas nous. On les reprend juste et on les rend mesurables. Parce qu'on veut pouvoir faire des choses reproductibles. On mesure la distance entre deux ronds, on conserve et puis on refait la même chose. Donc ça part de Jihome où on a justement du vintage, jusqu'à des choses très futuristes. On a héritage. Héritage, on est sur des fantaisies, des strass, de la broderie manuelle, de la broderie à la machine, du fil argenté, du fil doré, bref. Oui, j'ai vu des choses magnifiques, absolument. Et puis, il y a les unis. Il y a les unis. Les unis, c'est la famille des Hueda Blue. On l'a appelé Hueda Blue parce qu'on est en terre Hueda, à Hueda. Et le blue, c'était pour faire un clin d'œil à l'ancêtre des vêtements en indigo, qu'est le jean. Les premiers jeans étaient avec de l'indigo. Et Hueda Blue est une gamme que moi, j'affectionne particulièrement parce que ça nous donne une flexibilité technique, artistique, visuelle qui est très grande. Parce que c'est justement dans Hueda Blue qu'on a 25 tons de bleu. 25 tons de bleu. Et ces 25 tons de bleu sont les 25 tons que nous pouvons reproduire. Il arrive qu'on tombe sur des accidents
Et parce qu'on ne peut pas les reproduire, on ne les a pas fixés dans les 25. On ne les a pas, listés, classés dans les 25. Mais on a 25 tons de bleu qui sont classés par rangée. Donc, on a 5 rangées. Dans chaque rangée, on part du plus clair au plus foncé. Et cette gamme s'appelle Hueda Blue. Et je l'affectionne particulièrement. Alors, ton concept store donc, nous propose tous ces tissus au mètre, au yard du moins, c'est le yard. À la coupe. Et à la coupe. À la coupe, parce que ça, c'était un rêve d'enfant. J'étais frustrée que tout tissu traditionnel, qu'on nous dise 2 pagnes. On achète 2 pagnes ou 4 pagnes. Et je disais, mais pourquoi est-ce qu'il faut acheter un tissu absolument une quantité fixe? Et j'ai pu faire un tissu à la coupe. Donc, quand le visiteur vient, il achète la quantité qu'il souhaite. Il n'y a pas de quantité fixée à l'avance. Il y a un autre côté de ce concept store. Là, on est plus dans les produits finis, prêts à porter. Parce que tu as dans tes équipes un designer, tu as des couturiers, tu l'as dit tout à l'heure, tu as des brodeurs. Et donc, tu nous proposes des vêtements comme ce que je porte et comme ce que tu portes, qui sont prêts à être achetés par le client. Mais tu peux aussi, à la demande coudre pour le client dans un tissu de son choix qu'il achèterait. Oui. En fait, aujourd'hui, l'entreprise compte 4 entités. Donc, la première, c'est celle qui produit le tissu. La deuxième, qui s'approvisionne dans la première, est celle qui réalise, celle qui fait les confections. Donc, on a du vêtement prêt à l'emploi, hommes, femmes, enfants. Et on a également tout ce qui est linge de maison. Et la troisième entité qui s'approvisionne dans la deuxième entité, c'est celle qui recycle les déchets textiles. Et la quatrième entité, c'est le côté galerie où on expose de nouveaux usages. Et au niveau de la confection, on a 2 démarches. Il y a celle qui est le réassort en boutique. Donc, on a des tenues simples qu'on propose déjà en ready-made. Et pour ça, tous les lundis, on sort de nouvelles capsules. Quand je dis tous les lundis, on sort de nouvelles programmations. À partir de mardi, on commence à approvisionner la boutique. Et après, 3 fois par an, on sort des collections couture et on fait des défilés pour dévoiler ces collections-là. Et justement, dans le prêt-à-porter, si par exemple la cliente vient et qu'elle aime tel vêtement, mais plutôt dans un autre tissu, elle choisit son tissu, on peut le lui réaliser. Maintenant, si elle vient aussi avec un tissu autre que le nôtre, on est ouvert, on récupère également son tissu. Là, ça voudrait dire qu'elle aime la main, elle aime la démarche artistique derrière, elle aime le travail, elle apporte son tissu, on peut le lui réaliser. OK. Voilà. Mais un indigo ou n'importe. Ça peut être un autre tissu que de l'indigo. OK. Et ça peut même être un indigo, pas forcément de chez nous. D'accord. Tant que c'est un tissu que la cliente ramène et qu'elle veut que la façon, on se dit elle a aimé notre façon de travailler, on récupère son tissu et on lui fait son produit. Eh bien, ça en fait du choix pour le client. Là, vous capturez la clientèle et vous lui apportez donc différentes options, à vrai dire. Oui. Parce qu'en fait, je disais en général qu'à l'époque de nos mamans, elles avaient la couturière qui fait le bazin, elles ont celle qui fait le bomba, elles ont celle qui fait la dentelle, celle qui fait la guépure. Elles avaient à chaque fois une couturière pour quelque chose. Mais aujourd'hui, si la cliente vient et qu'en interne, on peut lui servir tout ça, on lui réduit le travail. Tout à fait. C'est ce qu'on aime, surtout elle est venue jusqu'à nous et c'est pas à côté, on n'est pas dans Cotonou. Quand elle vient jusque-là et qu'en un seul lieu, elle peut avoir toutes ses réponses, on est ravis. Et vous n'êtes pas juste sur du prêt-à-porter féminin. Vous faites hommes et femmes. Et enfants aussi. Et puis des accessoires. On fait des accessoires. Et sur les accessoires, ce que Couleur Indigo fait, en relation toujours avec les femmes vivant avec un handicap, on fait de petits accessoires, de petits bracelets avec des perles semi-précieuses. Et en termes d'accessoires, des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers, on travaille avec une marque qui récupère nos chutes de tissu. Et à partir de ces chutes de tissu, elle conçoit des bijoux d'une finesse. En tout cas, on l'a adopté parce que vraiment, ces bijoux sont fins, délicats et bien faits. Et à côté, on a également des femmes qui sont à Cotonou, qui font des produits d'exception. Et on a accepté de présenter leurs produits d'exception dans notre espace.
Donc, c'est pour ça qu'on a le tissu, les vêtements, les objets recyclés, les bijoux, également d'autres produits qui ne sont pas forcément vestimentaires. C'est bon à savoir. Et je finis quand même dans les produits vestimentaires. Il y a des écharpes, des étoles, des paréos, des robes des de petits plage, foulards, voilà. des robes de plage. La gamme est large. Oui, la gamme est large parce que, comme je dis, on doit pouvoir s'habiller tous les jours en indigo sans avoir l'impression de porter la même chose. Et quand j'ai commencé en 2007, j'avais même nommé les collections de vêtements par les jours de la semaine. Okay. J'avais des tenues du samedi après-midi, donc j'avais des tenues samedi après-midi, dimanche après-midi, vendredi, lundi, mardi, etc. Pour montrer que à chaque situation, on peut trouver une tenue en indigo qui va très bien. Donc, alors, ce que tu portes, c'est quoi? C'est quelle collection? Ça s'appelle comment? Ça, c'est le vendredi. Ça, c'est le vendredi. Ça, c'est le vendredi. Et c'est un agbada masculin qu'on a détourné. Donc, ça me fait comme une cape que j'ai portée avec un pantalon. Et cette tenue, elle a une petite histoire. Ah bah, raconte-nous sa petite histoire. Moi, ça m'intéresse. Elle a une petite histoire. Bon, ben, c'est la tenue que j'avais au décès de mon père. C'est ce tissu qu'on a choisi pour l'accompagner. Du coup, c'est l'un des tissus les plus vendus. C'est un des motifs les plus répandus. Voilà. Donc, un tissu qui est tout près de ton cœur. Voilà. Et celui que je porte, moi, dont je suis tombée complètement en amour, comme disent nos amis du nord de l'Amérique. Voilà. Sur la partie haute, tu as un top que j'appelle top voile. Donc, c'est un voile de coton. Ce n'est pas la crétonne de coton, c'est un voile de coton. Je fais le mannequin. Voilà, qui est tout léger. Et la particularité de ce top, c'est que dessus, on inscrit des motifs qui sont issus du patrimoine architectural afro-brésilien qui a été inventorié dans le sud du Bénin. OK. Et cette collection-là a été lancée en novembre 2025. Et c'est le moment où on a lancé justement des tissus où les motifs révélaient ce patrimoine architectural afro-brésilien. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y avait même de grands tableaux avec des bâtiments. J'allais y venir, effectivement, dans la cour. Voilà, des grands tableaux, comme des panneaux, en fait, avec des cathédrales, des églises. Voilà, cathédrales, mosquées, des maisons familiales qui ont une architecture afro-brésilienne. Et il y a eu un répertoire de ces bâtiments-là qui a été fait. Et c'est lors de la restitution de cet inventaire que j'ai dit, tiens, voilà de quoi faire encore du tissu. Tout pour moi est prétexte pour faire du tissu. Tout est tissu. Bon. Oh là là. Donc, ton petit top est issu de cette série-là. Et ta jupe culotte, elle est faite avec la cotonnade du Bénin. C'est ça. Et avec un motif particulier. Voilà, un motif particulier que j'ai appelé Floa Pointu. Et ce motif, il appartient à la gamme Héritage. Et c'est un motif particulier parce qu'on a toute une gamme Elouyeye, où on n'a que des fleurs. Mais cette fleur-là particulièrement a été complexe à réaliser. Du coup, on l'a upgradée, on l'a mis dans l'Héritage. Voilà. Donc, j'ai bien choisi alors. Voilà, très bien. Et dans tes collections, j'ai vu aussi des indigos très finement brodés. J'ai vu notamment une veste oiseau, c'est ça? Oui, c'est vrai. En novembre toujours, on a lancé pour l'ouverture du site, pour l'inauguration du site, on a lancé une gamme qu'on a appelée le Supelou. Supelou. Le Supelou. Et le Supelou montre des motifs vraiment fins et délicats. Le niveau de précision du Supelou, il est grand. Il côtoie à la limite l'impression laser. C'est ça. Et on n'en fait pas beaucoup parce que ce n'est pas simple à faire. Mais à chaque fois que le Supelou sort, il fait son effet. Parce qu'on ne s'attend pas à voir de l'indigo avec ce niveau de détail.
quand on voit des papillons avec les ailes complètement dessinées, avec toutes les circonvolutions, on respire un grand coup et puis on se dit bravo, on l'a fait. Alors, une tenue comme ça prend combien de temps à réaliser? Sur le Supelou, j'ai 2 démarches. La première, c'est de faire le tissu et après passer à la coupe. Mais parfois, le tissu est tellement précieux que j'ai peur de perdre des morceaux à la coupe. Donc, parfois, je coupe le vêtement avant de le passer au Supelou. Et ça peut prendre du temps parce que quand c'est le tissu, je peux aller vite. Mais quand c'est d'abord le vêtement que je veux couper, vu que je suis sur une base coton, si je couds une tenue pour Nadia, j'ai ces mesures, je coupe et après, je passe au trempage, je vais perdre en matière parce que le coton va rétrécir. Donc, je mouille d'abord le coton, il rétrécit. Je le repasse pour le ramener vraiment lisse. Et après, je fais mon Supelou. Ça prend le temps que ça prenne. Parfois, ça peut prendre 2 semaines. Une fois que j'ai réalisé le Supelou, je reviens et je commence maintenant mon travail de montage. Donc, sur une tenue de Supelou, je peux facilement aller à 3 semaines. 3 semaines de travail. 3 semaines de travail. Et 3 semaines de travail avec plusieurs corps de métier qui touchent la matière. C'est surtout ça, moi, qui m'impressionne parce qu'on a la tenue, mais quand on voit les différentes mains expertes qui ont touché le tissu, je me dis c'est parfois comme une maison. Oui, où on a le peintre, le maçon, le menuisier, le ferrailleur, etc. C'est vraiment différents corps de métier qui touchent et qui contribuent finalement au résultat qu'on obtient. Alors, tu as quelque chose dans les mains qui m'intrigue. On dirait un bâton d'indigo. C'est mon bâton officieux d'indigotière. D'accord. Et je vais t'expliquer pourquoi il est officieux et je vais te dire après pourquoi le bâton. Il est officieux parce que c'est mon bâton de tous les jours. Il n'a pas mon numéro matricule. OK. Mon bâton officiel, il est comme ça, mais j'ai mon numéro matricule qui est gravé dessus. Et on a mis en place ces bâtons depuis 2024. OK. En 2022, on a mis en place pour les 15 ans de l'entreprise un symposium qui s'appelle le Symposium sur l'indigo africain. Et ce symposium nous permet de ramener à cette thématique complètement banale et artisanale des spécialistes de l'histoire, des historiens du patrimoine, des muséologues, des traditionnistes, des historiens de l'art, bref, des compétences qui nous éclairent sur ce produit et sur sa trajectoire dans notre pays. Et pour ce symposium, la première année, le thème choisi, c'était la professionnalisation des métiers du bleu. Et on a invité 8 communautés. Je parle de communautés, pas de pays, parce que c'était des pays, mais c'était des communautés précises qui étaient représentées. Et à la fin du symposium, on a inauguré une place qui s'appelle la place des Indigotières à Ouidah. Et à l'inauguration de la place, on a invité une famille qui m'est chère, la famille Aniabosu de Ouidah. Elle m'est chère parce que les dernières indigotières de la commune de Ouidah que j'ai eu la chance de connaître sont issues de cette famille-là. Donc cette famille a été invitée pour participer à l'inauguration de cette place qui rend hommage en fait à ces dames-là. Parce qu'aujourd'hui, Indigo, Ouidah, Nadia Dané, on fait très vite la connexion, mais je n'ai pas été la première. J'ai eu des aînés. Donc pour moi, il était quand même important de repositionner ce morceau d'histoire-là en rendant hommage à ces dames. Donc une fois qu'on a inauguré la place, le collège de la famille, parce qu'il y avait le Baba, le Vigan, le Akogan, tous étaient là, ils nous ont honorés. Et à la fin, ils m'ont appelé. C'est vrai, c'est l'activité de la maison, mais personne n'a repris cette activité. Aucun enfant de la maison n'a repris cette activité. Et comme tu aimes si tant ça, il y a des cuves de tes aînés qui sont restées. On aimerait que tu les récupères. Waouh! Je me suis sentie honorée, mais pas suffisamment grande pour recevoir ce patrimoine-là, cet héritage-là. Et je leur ai dit, je vous reviens. Et dans le courrier que j'ai envoyé pour les remercier de leur participation à l'événement, j'ai demandé que dans la maison, on me fasse une petite place. La famille a accepté, donc dans la maison, ils m'ont fait une place. Et c'est ainsi que naît le thème de la 2e édition du symposium en 2023. On a maintenant parlé de la muséalisation du Eluvo, du painté à l'indigo selon le procédé ancestral. Et c'était rassembler encore, faire un plaidoyer pour voir comment faire de cet élément-là un élément de musée, un produit muséable. Et comme on avait beaucoup de moyens, on a juste fait un écomusée. L'écomusée, c'est un équipement qui permet de témoigner
de ce que quelque chose a existé à une époque, à un lieu donné. Donc, ce n'est pas le musée avec tous les moyens d'un musée, c'est juste un écomusée. Et une fois qu'on a fait toute la partie scientifique où les muséologues étaient avec nous, les traditionnistes étaient avec nous, on a inauguré cet écomusée-là dans la concession de Anyamboso à Ouidah. Donc, on a pris les cuves qu'on a installées, on a récupéré les bâtons des indigotières qu'on a mis en scène, on a mis les tabourets qu'elles utilisaient, on a retrouvé des tissus qui ont été teints dans cette concession par ces femmes-là, qu'on a aussi mis en scène. Et on a fait des cartels en tissu où on a juste pris des pinces à linge pour les suspendre. Et on a un panneau, on a la liste de toutes les femmes indigotières de la famille. Donc, une fois qu'on a fait ça et que je n'arrive pas à beaucoup dormir, je me suis dit, bon, il y a plusieurs signes, plusieurs méthodes de transmission. Mm-hmm. Au passage, j'ai écrit un livre sur l'indigo qui a été lancé en 2022. Donc, je me suis dit, avant le livre de 2022, on n'a pas de traces écrites par une indigotière en Afrique. Mm-hmm. Tous les livres, la bibliographie telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est des gens qui ont voyagé et qui ont fait des carnets de voyage. Donc, c'est plutôt du narratif. C'est comme un trombinoscope, des photos mm-hmm. et des photos. Mais quelqu'un de la profession qui a écrit, on n'en avait pas. Et dit, on a le livre aujourd'hui, on a un écomusée aujourd'hui, et on a des éléments pour faire un musée. Et livres et musées sont des méthodes formelles de transmission du savoir. Mais ce savoir, il n'y avait pas de livre, il n'y a pas de musée. Comment est-ce qu'il ne disparaît jamais? Même quand il s'éteint, reste toujours une petite étincelle qui lui permet de remonter. Comment ça s'est fait? Et on a donc pris 2 étudiants, un master, un doctorant, à qui on a donné des bourses en collaboration avec un cabinet à Ouidah qui s'appelle Afrique Décide. Et on s'est entendu sur une démarche qui nous permet de recenser les signes non formels de transmission, de préservation de ce savoir-faire-là. Et c'est sur ce chemin que les étudiants nous ont ramené des contes, des noms de famille, des chansons, des noms de quartiers, des proverbes où on retrouve l'histoire de l'indigo. Mm-hmm. Et ma réflexion a été, à partir du moment où on a les signes, il faut qu'on puisse nous aussi laisser des signes. Là, c'est ce qu'on a récolté, mais qu'est-ce que nous, aujourd'hui, on apporte en dehors de l'écomusée et du livre? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on apporte aussi comme signe non formel? On a choisi 2 éléments. C'est premièrement les attributs de la profession et deuxièmement les panégyriques. D'accord. Et comme attribut de la profession, on a pris le bâton. Ça nous a permis de faire le répertoire des indigotières du Bénin. Et c'est comme ça que chacune a eu son bâton et chacune a son numéro matricule. OK. Et c'est pour ça que celui-ci, le bâton pas, je vais dire. Et en plus du bâton, on a une écharpe pour celles qui trempent. Maintenant, celles qui ne font que les ligatures, parce qu'il y a plusieurs métiers, celles qui font que les ligatures, elles ont également leur écharpe. D'accord. Voilà la longue histoire du bâton. C'est une histoire très intéressante parce que, en tout cas, moi, je ne connaissais pas le détail et donc j'ai beaucoup appris là-dessus. Quand tu parles justement de celles qui t'ont précédé dans ce métier, il y a quelque chose qu'on retrouve souvent dans les armoires de nos mamans. Donc, une forme d'indigo avoblabla. Avoblabla, c'est exactement ça. Et donc, mais qui parfois ont d'autres couleurs que le bleu. Il y a du vert, par exemple, parfois un peu de rouge. C'est toujours de l'indigo? C'est toujours de l'indigo. Tu as dit avoblabla. Mm-hmm. Et sur tout le golfe de Guinée, on retrouve ce savoir-faire-là. Et le avoblabla est l'indigo tel que réalisé par les femmes du Togo. D'accord. Et précisément par les femmes à Javon. D'accord. Et ce avoblabla venait un peu comme un recyclage. On ne va pas refaire l'histoire du pagne au Togo avec l'influence du wax. Mm-hmm. Et ces femmes, c'était une façon qu'elles avaient de redonner vie à des tissus qui avaient perdu de la couleur. OK. Donc, une fois que le tissu, la couleur est un peu pâle, elle lui redonnait vie en attachant et en faisant maintenant la teinture à l'indigo. Et quand elles attachent, les parties où la ligature est restée et l'eau n'a pas pu circuler librement, ressort avec les couleurs et les motifs d'origine du tissu. OK. C'est pour ça qu'on a des éclats de couleurs par endroit.
Et c'est la particularité des indigos du Togo. Et encore mieux, en dehors de la couleur, on a des motifs très élaborés. Très élaborés parce qu'à l'époque, elle l'utilisait aussi pour communiquer. Donc parfois, on a des initiales. Parfois, on peut retrouver la main d'une personne. On peut retrouver des ustensiles de cuisine, atati, le mortier, un peu de tout. Mais c'est très élaboré, des motifs très fins. Et c'est la particularité des femmes à Javon. Donc au Bénin, en tout cas à Ouida, on a la famille Agnabossou. Au Togo, on a la famille à Javon. Voilà. Il y a des indigotières au nord du Bénin, je crois savoir. Il y a des indigotières au nord du Bénin. Il y a des indigotières au nord du Bénin. Et juste avant d'aller au nord du Bénin, à Ouida, il y a également eu des femmes à Javon. À Singbomé. Oui. Voilà, il y avait des femmes à Javon. Et ce qui se passait, c'est que les femmes emmenaient d'abord le tissu chez la femme à Javon, qui va lui faire le travail de ligature. Elle récupère son tissu, elle l'amène maintenant chez la femme Agnabossou. Maintenant, comment est-ce que si toutes les deux, on amène nos tissus là-bas, comment est-ce que à la fin, je peux distinguer mon tissu du tien, puisque tous les tissus vont devenir bleus. On va mettre des noix au bord. Des noix? Des noix. Je peux décider que je mets nipi, une noix de palme, voilà, une palme, une graine de palme. Dans un coin de mon tissu, toi, tu peux décider que tu mets peut-être un noyau de mangue ou 2 pépins d'orange. Chacun met quelque chose. Mais ça reste quand même des éléments naturels pour ne pas altérer la cuve. Et à la fin, quand on vient récupérer son tissu chez l'indigotière, moi, mon tissu, j'ai mis des noix de palme. Moi, j'ai mis des coques de ceci. Et chacune récupère son tissu et part pour le déligaturer. Retourne donc? Non, retourne chez elle, déligature. Chez elle et déligature elle-même. Voilà. D'accord. Maintenant, au centre du Bénin, on a de l'indigo. Et jusqu'au nord du Bénin, on a de l'indigo. Le nord du Bénin, on retrouve de l'indigo. Mais là-bas, c'est certainement dû aux conditions climatiques. Les cuves sont enterrées. Elles ne sont pas à la surface. Elles sont enterrées. Ça permet de garantir une certaine isothermie et de permettre aux micro-organismes de travailler sans subir la sécheresse, l'influence de la sécheresse, les variations de température entre le jour et la nuit. Et généralement aussi, elles teignent le fil et ensuite elles font le tissage du fil. Et c'est aussi toute une panoplie de métiers derrière parce que c'est un filage à la main. Ensuite, il est enroulé par écheveau, il est teint avant d'être tissé. Dans le centre du Bénin, je vois la zone d'Abomey avec les palais royaux. On avait également un foyer d'indigotier là-bas. Et c'est un métier principalement féminin? C'est un métier dans le sud principalement féminin. Okay. Parce qu'au nord où les cuves sont enterrées, la posture de travail ne permet pas aux femmes de faire. On est accroupi. Donc, c'est plus les hommes qui prennent ces postures-là. Et dans le sud, par contre, on retrouve beaucoup les femmes qui sont tenancières des cuves. Et il est même dit chez nous que pour maintenir une cuve, il faut être ménopausée. Okay. Mais les hommes interviennent dans la partie récolte des feuilles et préparation du compost. Quand les feuilles sont récupérées, les jeunes pousses sont pilées pour aider. Ça aide à la conservation des jeunes pousses. Parce qu'on ne peut pas les laisser sur l'arbre, elles ne vont pas rester jeunes pousses tout le temps. Bien sûr. Mais quand on les récupère, on les pile, on les roule, on fait des boules d'indigo. Et ça, c'est un travail très masculin. Donc, sur tout ce qui est physique, on retrouve les hommes. Mais tout ce qui est délicatesse, relation avec la cuve, on retrouve la femme. Et quand on parle d'indigo en Afrique, on pense aussi à la Guinée, on pense au Mali. Est-ce que les techniques, la façon de travailler sont les mêmes? Est-ce que tu as exploré, tu as connecté? Si. J'ai, en 2023, et pendant une année, fait une exposition que j'ai appelée Indigo Trait d'Union UEMOA. Parce que dans toute cette zone, on retrouve ce savoir-faire-là. Mais chaque pays a sa spécificité. Tout à l'heure, je t'ai dit ça, c'est l'indigo du Togo. Et les indigos sont reconnaissables. Tu ne peux pas te tromper, prendre l'indigo du Mali pour l'indigo du Bénin. Non, ils ont des physionomies différentes et les approches ne sont pas les mêmes. Je prends un exemple au Burkina, par exemple. Ce sont les femmes Dafi qui portent de l'indigo et les femmes Bobo. Okay. Et en pays Dafi, c'est un produit très identitaire. Si tu étais femme d'Afi, tu n'aurais pas pu être sur ce podcast.
sans ton pain d'afi. OK. Quand elles sont quelque part, on les reconnaît parce que systématiquement, elles abordent avec beaucoup de fierté leur tissu. Et le pain d'afi a la particularité que c'est le fil qui est teint. Et en pays d'afi, les femmes ont l'interdiction de tisser. Okay. Donc, elles mettent toute leur créativité sur le fil et après, les hommes tissent le pain d'afi. Et en pays bobo, c'est beaucoup plus simple. C'est un pain et demi. C'est vendu sous forme de un pain et demi. Donc, il y a le pain à nouer et le petit morceau qu'on met en bandoulière. Donc, chaque pays a des ethnies qui le travaillent et d'une certaine façon. Et j'aime aussi l'histoire de l'indigo au Niger parce qu'il est dit que certains peuples, certaines couleurs collent à certains peuples. Et s'il y a une couleur qu'on peut rattacher au Niger, c'est l'indigo. C'est ainsi qu'on a les hommes bleus quand on évoque les Touaregs. Oui. Et les Touaregs, à l'époque, avaient des sèches, donc du coton en voile qui teignaient à l'indigo et ils sont turbannés avec. Et quand un chef Touareg transpire, il transpire bleu à cause de cette sèche-là. Et ce bleu le protégeait des UV du soleil et restait aussi répulsif par rapport aux insectes. Également le protégeait du froid. Quand il fait froid aussi, ça le réchauffe. Et quand le Touareg ne transpire pas bleu, il suppose que sa sèche est vieille. Et la donne à un autre sujet et recommence. D'accord. Donc chaque pays a son indigo et le travail de différentes manières. C'est un monde, c'est un univers l'indigo. Et alors, parfois, ce qui, empêche les gens de porter l'indigo teint naturellement, c'est justement ce bleu qui vous colore après la peau. Est-ce qu'il y a des façons de le fixer vraiment ou pas? Je ne parlerai pas de fixer, mais je parlerai plutôt de prendre le temps. Parce que le pigment, il n'est pas bleu à l'état naturel, il est un peu jaunâtre. Okay. Et c'est avec l'oxygène de l'air qu'il devient bleu. Maintenant, c'est une teinture par immersion et plusieurs immersions. Quand on sort le tissu, il part forcément avec un surplus de substance. Donc, il faut prendre le temps de débarrasser tout ce surplus-là. Et après, il ne déteint plus beaucoup. D'accord. Donc, il faut plusieurs lavages. Il faut plusieurs lavages. Maintenant, ça reste une teinte végétale qui n'a pas la même solidité qu'une teinte chimique. OK. Donc, elle va toujours passer un peu. On dit que le vinaigre la fixe, c'est vrai? Le vinaigre fixe. Je demande à la spécialiste. Voilà, le vinaigre fixe et donne un peu d'éclat, donne un peu plus d'éclat. OK. Donc, ça aide. Moi, ce que je fais, je lave avec de la lessive douce et je ne sèche pas au soleil. Je sèche à l'ombre. OK. Alors, pour les personnes qui nous écoutent et qui aiment porter l'indigo, vous venez d'avoir des astuces. On ne sèche pas au soleil. Hein? Et j'ai même une grand-mère qui disait qu'elle sort ses vêtements en indigo quand il y a la rosée. Elle ne les lève pas. Elle les sort à la rosée. Ça prend la rosée. Et la journée d'après, ça prend le soleil et rentre son linge. C'est des techniques ancestrales. Parce que forcément, il y a des solutions et des façons de faire, puisque ça fait des siècles que les gens portent l'indigo. Il semble même, on le retrouve en Asie. On le retrouve au Japon, en Asie, notamment, non? On le retrouve en Asie, au Japon, en Chine aussi. On le retrouve également dans les Amériques et en Afrique. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas aujourd'hui d'informations me permettant de dire c'est parti d'ici et ça s'est disséminé. Mais dans ces 3 endroits-là, on a de l'indigo et la plante qui est utilisée n'a pas du tout la même physionomie. On a près de 800 indigotiers au monde. OK. Et la feuille du Japon, elle ne vaut pas mon pouce et pourtant la feuille du Bénin est plus large que ma main. Donc, elles n'ont pas du tout la même physionomie. Au Brésil, c'est une autre feuille. Au Burkina, à côté, c'est une autre feuille. Donc, il y a plusieurs plantes à indigo. Mais sur les 800 qui poussent au monde, il y en a 600 qui poussent en Afrique. OK, donc, comme par hasard. Donc, on peut quand même oser dire... Bon, moi, je ne suis pas spécialiste et je ne suis pas ingénieur agronome. Je suis fille d'ingénieur agronome. Mais je peux prendre la liberté de dire que quand même, s'il y a 600 plantes, 600 variétés en Afrique, l'indigo est probablement partie d'ici. Partie d'Afrique. Et aussi loin que je suis remontée, c'est à l'époque des pharaons. On a retrouvé de l'indigo dans les sarcophages de pharaons. Donc 5000 ans environ. Donc,
Okay. J'ose pas dire certaines choses parce que c'est le cœur qui parlerait. Je pourrais ne pas être objective. Mais on en a quand même 600. C'est quand même les 3/4. Oui, intéressant, vraiment Je lance intéressant. ça comme ça et puis les gens feront les conclusions. Voilà, les gens feront leurs conclusions. Alors, une dernière chose. J'ai comme l'impression que à travers le travail que tu fais et que font d'autres aussi ici au Bénin, on a une vraie renaissance de l'indigo parce que, par exemple, là, j'ai séjourné plusieurs semaines au Bénin et j'ai vu vraiment beaucoup de monde porter de l'indigo avec des variétés de motifs, de textures aussi, hein, des voiles, des cotons. Alors, c'est une mode, c'est vraiment un retour aux sources, c'est quoi? J'espère que c'est tout sauf une mode. J'espère que ça va rester, que ça ne va pas passer. La mode a vocation à passer. Pour moi, c'est une renaissance. C'est une renaissance et c'est l'une des cases que je coche avec beaucoup de fierté et de joie. Je ne vais pas faire ma modeste. Tout ceci a commencé par nous. Parce qu'il y a 19 ans, quand j'ai pris le pari de ne faire que de l'indigo, ça ressemblait à... C'est pas normal. Il y a même 2 phrases ou 2 interventions qui m'ont marquée. Une tante qui m'a appelée, qui m'a fait « Tu es rentrée, tu as ton diplôme, tu as un bon boulot, tu fais notre fierté. Mais habille-toi mieux, habille-toi correctement. Pourquoi tu es toujours avec ce tissu-là ?» Je dis « Merci, tante, j'ai compris. » La deuxième chose, c'est une dame qui m'a avoué que quand elle m'a vu venir, elle s'est dit « Oh, une couleur, une matière, elle va se lasser. » Mais aujourd'hui, quand je sors et que je vois des gens porter de l'indigo, je me dis le message est passé. Ça a pris du temps, mais le message est passé. Et c'est très important parce que en 2026 aujourd'hui, je vais dire l'Africain en général a une quête identitaire, une soif de s'affirmer, de montrer quelque chose. Mm-hmm. Et c'est là qu'on repense à comment est-ce que nous nous habillons. Mm-hmm. Parce que heureusement chez nous, le vêtement n'a pas qu'un rôle fonctionnel. Exact. Il a beaucoup plus qu'une fonction. Et quand on veut faire passer un message, parfois ça passe aussi par la façon dont on s'habille. Mm-hmm. Et c'est là qu'en recherchant, mais qu'est-ce qui nous est propre, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qui nous appartient, des tissus comme l'indigo reprennent vie. Et je dis c'est une fierté parce que au Bénin, on n'a pas eu beaucoup de choix. On n'a pas eu beaucoup de choix. Et on n'a pas non plus présenté beaucoup d'options au monde. Au Ghana, on pourrait revendiquer le kente. En Côte d'Ivoire, on pourrait revendiquer plusieurs choses. Au Togo, on pourrait revendiquer des choses. Au Nigeria, on a le hachok. Mais nous, on avait quoi au Bénin? J'ai envie de dire, on n'avait rien. En tout cas, on n'a rien montré à la face du monde. Aujourd'hui, on a repris quelque chose qui existait. Je n'ai pas créé l'indigo, il existait, mais on a décidé de le mettre à côté. Donc, on l'a juste ramené. On l'a sorti des coulisses, on l'a ramené sur scène. Et Dieu merci, le public qui vient assister à ce spectacle est de plus en plus grand. Et mon souhait, c'est que ça ne soit pas une mode, que ça s'installe et qu'il y ait de plus en plus de mains qui acceptent d'exercer une créativité sur ce tissu. Parce que c'est vrai, c'est pas évident de rester tout le temps focus et créatif sur une couleur, une matière. Sachant que quand on regarde la structuration de la formation au métier du textile dans notre pays, ça commence par le tissu. Quelqu'un qui apprend à coudre, il a déjà le tissu. On ne lui a pas appris à produire le tissu. Et nos artisans ont eu le champ de vision corrompu par les couleurs vives, les motifs, la fluidité, la brillance, plein de choses qui ne sont pas d'origine de chez nous. Et aujourd'hui, leur donner cette matière bicolore, mate, terne, vais-je dire, exercez-vous. Tout le monde ne trouve pas son chemin, mais ça commence à venir. Et non seulement ça commence à venir, mais l'indigo est sorti aussi des garde-robes de vêtements qu'on porte à la maison. Oui. Fièrement, on peut... Sinon, peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des petits boubous, mais pour rester à la maison. Et dès qu'on dit, ah, mais Dieu va en cours se changer, on met la bonne tenue. Mais aujourd'hui, on a de l'indigo pour rester à la maison, pour recevoir, pour aller en soirée. Et si demain, je suis au Festival des Cannes, je serai en indigo.
Parfait. Absolument parfait. Nadia, ça a été un entretien très riche. On a beaucoup appris. Et merci d'avoir voulu partager tout cela avec nous. Merci. Et on ne peut que souhaiter plein succès à Couleur Indigo, Indigo Village. Et puis, continue de nous surprendre avec de nouvelles collections. Merci. Et je te dis donc merci au nom de Gilles et moi-même, Gilles Acogny et moi-même et toute l'équipe d'Acosphère. Merci infiniment d'avoir voulu faire cet entretien avec moi. Merci. C'est toi qui me remercies. Si ce matin, j'avais commencé à parler toute seule, on m'aurait dit, mais elle est folle. Mais là, j'ai parlé et j'étais avec toi. C'était un échange et ce qu'on a dit ira loin. Et tout le merci est à toi. Eh bien, un entretien entre deux Nadia, n'est-ce pas? Nadia Adanlé de Couleur Indigo et Nadia Vincent-Acogny d'Acosphère. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.